Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui 10 jours après la dernière vidéo qui n'est autre que le débrief de ce classico remporté dimanche dernier contre l'OM au terme d'une semaine absolument légendaire pour nous supporters parisiens et cette trêve internationale qui est venue mettre un terme à une séquence plus générale de janvier à cette mi-mars absolument historique, que ce soit à l'échelle de l'RQSI, voire de l'histoire du club, de cette victoire au Trophée des Champions contre Monaco au Classique, en passant par les matchs légendaires de Ligue des Champions qu'on a vécu. C'est vrai que la vingtaine de matchs qui s'est écoulée a été absolument fantastique, avec une seule défaite qui aujourd'hui compte pour du beurre, puisque c'était le match aller contre Liverpool qui plus est dominé outrageusement. Bref, dans cette vidéo, on va revenir sur tout ce qui s'est dit sur les 8 derniers jours. En gros, pas grand-chose, si ce n'est sur le dossier du stade, où ça semble se décanter. C'est pour les prochaines semaines, prochains mois. Au niveau du mercato, pas grand-chose de nouveau, à part sur les joueurs prêtés. Et puis, on fera un petit point pêle-mêle sur tout ce qui s'est passé pour nos joueurs et leur sélection. Les 3/4 sont rentrés et devraient être présents demain à la reprise à Poissy, 17 h, l'entraînement. Voilà, à part les Sud-Américains qui jouent cette nuit. Installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Foutufo. Vous trouverez le lien en description avec le code à entrer si vous voulez 15% de réduction sur votre commande, ainsi que toutes les infos concernant les promotions en cours. Actuellement, c'est Noël, donc forcément, elles sont très intéressantes. Je vous invite à aller y faire un tour. Vous trouverez bien entendu des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, les coutures, les blasons. Mention spéciale au flocage qui tiennent bien, sous réserve de les entretenir correctement. Les délais de livraison sont corrects, 15 jours, 3 semaines maximum, avec un service après-vente à votre disponibilité. Sa taille normale, ne prenez pas une taille au-dessus de celle qui est la vôtre habituellement. Et bien sûr, vous trouverez votre bonheur en matière de maillots actuels sur la saison, avec tous les flocages patch possibles, des maillots rétro, beaucoup de clubs représentés, les équipes nationales, d'autres sports aussi, la NBA, la Formule 1, des chaussures. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et bien sûr, on les remercie, c'est eux qui régalent. Alors, commençons par revenir vite fait sur le dossier qui a fait la une après le match contre l'OM, parce que c'est allé assez loin. Une plainte déposée contre X, des déclarations par Mbappé, des communiqués des deux clubs, l'OM comme le PSG, Nasser lié, vous l'avez compris. J'aimerais juste revenir 2 minutes sur les banderoles concernant Adrien Rabiot sur ce Classico qui, au-delà de ça, s'est plutôt bien passé en tribune avec une communication énorme du PSG qu'il faut souligner en avant-match auprès de ses supporters et même aussi sur le terrain malgré un Clément Turpin qui sifflait assez peu. Ça s'est plutôt bien passé, pas beaucoup d'électricité. Alors évidemment, sur les banderoles de Rabiot, on peut dénoncer le 2 poids 2 mesures, tout un pataquès, alors que Barcola à Lyon un peu plus tôt, rien, silence radio. Les commentateurs d'Azone, évidemment, ils n'écoutent les chants que lorsque c'est au Parc des Princes, parce qu'on pourrait aussi revenir sur les chants qui sont faits au Vélodrome, par exemple. Après, il faut avouer, sortir du supporterisme, du clubisme, on ne sait pas si la banderole sur son père, visant pas son père directement, mais voilà, quand même très très provocatrice, que je trouve personnellement très malvenue. Si on sort du supporterisme, il faut avouer que cette banderole est de très mauvais goût, tout simplement. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Après, lier Nasser à tout ça, bon, je ne pense pas que ce soit très judicieux, parce que c'est pas lui qui fait les contrôles à l'entrée du stade. Selon les médias, il y a d'autres banderoles qui avaient été filtrées, mais bien sûr, la sécurité ne peut pas tout faire. Les stadiers les retirent assez rapidement quand elles sont déployées. Comme j'ai dit plus tôt, le club en avant-match avait tout fait en matière de communication. Il y avait des mails, même je crois des SMS envoyés à ceux qui avaient leur place pour le Classique. Et au final, bon, c'est vrai que dans les tribunes, il s'était pas passé grand-chose. Bref. Donc voilà, sur ces banderoles, parce qu'après, voilà, il y a eu question en conférence de presse pour Mbappé, un émoi absolument énorme pour soutenir Rabiot, Véronique aussi, bien sûr. Donc voilà, bref. Revenons sur cette trêve internationale. Qu'est-ce qui s'est passé pour nos joueurs? Déjà, de la casse, une blessure. Lee Kang-in qui est sorti du match contre Oman avec un bandage, béquille, une entorse visiblement. Il devait rester initialement avec sa sélection, mais 24 heures après, elle l'a libéré. Il est rentré à Paris. Il ne joue pas le second match qui est contre la Jordanie, je crois. Donc c'est plutôt malvenu parce que c'est le genre de joueur
qui avait tout à gagner en fait sur cette trêve, à savoir reprendre du temps de jeu, de la confiance, se changer les idées avec son équipe nationale. Et au final, bon, il revient. Et visiblement, il est très incertain pour le match de ce week-end contre Saint-Etienne. Un peu moins pour le déplacement à Lille pour y affronter Dunkerque mardi prochain. Hein, c'est le calendrier. Après, il y aura Angers au Parc des Princes et donc Aston Villa, toujours au Parc pour le match aller, le 9 avril. Donc voilà, juste sur Lee Kang-in, j'aimerais revenir sur sa bonne entrée contre Marseille. Alors, elle est tardive, c'est vrai, 80e minute, alors que Doué faisait un match pas extraordinaire jusque-là. Mais à part la roulette qui finit en touche, on l'a tous en tête là, où il s'en mêle complètement les pinceaux, il y a une frappe qui est bienvenue. Beaucoup de dynamisme et c'est vrai que c'était une bonne entrée pour lui, il fallait le souligner et je l'avais pas fait dans mon débrief. Donc je l'avais noté dans mes brouillons depuis la semaine dernière. Voilà, ça c'est dit. Revenons un peu plus longuement sur Désiré Doué bien sûr, hein, qui a fait la une sur la semaine dernière avec sa première convocation en équipe de France, puis première sélection dimanche au Stade de France. J'y étais, donc bien sûr j'étais très content, même s'il avait l'horrible numéro 9 dans le dos. Bah, ça il faut absolument enlever, c'est pas du tout un numéro qui colle avec le profil de Désiré Doué. Et voilà, sur son côté gauche, il a apporté du dynamisme, des jambes, des frappes aussi, hein, dans un match qui en prolongation se fermait un peu avec deux équipes qui visiblement ne voulaient pas trop se découvrir, ne voulaient pas gagner tout simplement. C'est vrai que lui prenait un chemin direct vers le but, avec 2-3 frappes qui sont les bienvenues. Deschamps qui voilà, le couvre d'éloges en disant que sur ce qu'il a vu cette semaine, faut absolument rien changer, que Désiré Doué a tout et une bonne mentalité, il est très équilibré. Donc ça fait plaisir. C'est d'ailleurs le 18e joueur du PSG que Deschamps utilise sur donc son mandat en équipe de France. Et c'est un de plus que Lyon. Du coup, on dépasse Lyon et on devient le club qui a fourni le plus de joueurs à Deschamps en bleu. Voilà, c'est une petite statistique. Alors après, quand il va revenir au club, Désiré, il aura cette petite heure de jeu parce qu'il est rentré à la 66e contre la Croatie à la place de Barcola. Donc il a eu une petite heure de jeu sur les 10 derniers jours, c'est plutôt pas mal. On va voir quel statut va lui donner Luis Enrique, surtout en prévision du match contre Aston Villa en fait. On voit que dans cette équipe, concurrence à fond, et devant comme pour le poste de relayeur, il a une carte à jouer. Ce qui est marrant, c'est que c'est le 13e temps de jeu du PSG cette saison. Donc on peut se dire que voilà, c'est un remplaçant, c'est un joker de luxe, machin. De l'autre côté, c'est le 5e joueur qui a disputé le plus de matchs. Pas en termes de minutes, mais de matchs disputés. Donc ça témoigne d'une vraie confiance accordée par Luis Enrique à chaque match. Peu importe le contexte en fait, il compte sur lui pour rentrer. Et est-ce que du coup, dans les prochaines semaines, Désiré Doué va changer de statut? Actuellement, c'est vrai que c'est le premier remplaçant, parce que très polyvalent, capable de remplacer plusieurs joueurs, bon, tout le monde sur le front de l'attaque, mais aussi au poste de relayeur. Ou alors est-ce qu'on va l'installer sur le terrain, alors en tant qu'ailier droit, là où il a démarré le Classico par exemple, encore une fois, en tant que relayeur, même si là il y a Warren qui revient. Alors Warren n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec les Bleus, il a juste fait entrer au match retour contre la Croatie, même si son Classico contre l'OM était plutôt positif dans l'impact, hein, même si assez peu de jeu vers l'avant. On va voir, mais c'est vrai que là-dessus, il y a une vraie carte à jouer pour lui, avec voilà, un défi. Moi, je pense que sur la bataille là, en attaque, avec Vara, Barcola et Doué, il y a quelque chose sur lequel on va revenir plus longuement plus tard dans la vidéo, c'est la finition. Je pense que ça va vraiment jouer énormément pour les trois. Donc celui qui réussira à se créer une relation particulière avec le but, peut-être raflera la mise sur les deux autres. Autre information publiée dans Ouest France, 10 des 20 millions de bonus prévus, hein, rappelez-vous, son transfert c'était 50 plus 20, devraient être levés prochainement. Donc on ne sait pas dans quel cadre, quels étaient les objectifs. Est-ce que c'est une sélection avec les Bleus? Est-ce que c'est une qualification en quart de Ligue des Champions, un certain nombre de buts, passes D ou voilà, temps de jeu, titularisation au club? Mais du coup, voilà, la moitié des bonus devraient être levés. Et on a aussi appris dans les médias espagnols pendant la trêve que le Barça était dessus cet été, mais qu'ils ne sont pas allés plus loin parce qu'ils n'avaient pas les fonds, tout simplement, pour rivaliser avec le PSG et le Bayern.
Hakimi, il y a une bonne nouvelle, hein. Il a joué vendredi donc avec le Maroc, c'était contre le Niger si je dis pas de bêtises, mais il a pris un jaune et donc il est suspendu ce soir pour le match contre la Tanzanie. Alors il n'a pas quitté la sélection, il est resté avec eux, en même temps c'est le capitaine, c'est assez logique, mais du coup il n'aura pas joué entre vendredi dernier et samedi 19h Parc des Princes évidemment, non, déplacement à Saint-Etienne pardon. Ça c'est bien parce qu'en fait club et sélection cumulés, il est à 4200 minutes de temps de jeu, c'est extraordinaire. Que au PSG, je crois que c'est le deuxième temps de jeu. Le premier, c'est Pacho. Mais quand tu ajoutes la sélection, c'est le premier. C'est vraiment le joueur qui a le plus joué cette saison. Enfin, il va aller chercher aisément les 60 matchs. En plus, enfin, il a eu les JO au mois d'août, il est revenu. Il y aura la Coupe du Monde des clubs qui va être importante pour le club parce qu'il y a un gros chèque à aller chercher si tu la gagnes. Et Nasser compte dessus, en a fait la promo, le club aussi, par le biais de sa communication l'été dernier. Donc, c'est vrai que là-dessus, Hakimi va avoir une giga saison. Il accusait un peu le coup ces dernières semaines. Contre Marseille, on a encore vu en début de match des difficultés face au pressing, mais sur le deuxième but, il fait un geste de très grande classe, l'espèce de râteau et puis la superbe passe pour Fabian Ruiz. Et une deuxième mi-temps très très correcte, donc ça fait plaisir. Voilà, une trêve qui n'a pas été éreintante pour lui. Même pour les Portugais. Hein, Nuno Mendes a beaucoup joué. Nuno Mendes, c'est vrai que cette saison, mine de rien, il est à 3300, 3400 minutes. Donc c'est quand même important. Avec le Portugal, il joue beaucoup aussi. Contre le Danemark, il a fait un bon match. Hein, il fait un centre où Cristiano Ronaldo, au bout, chope un péno. Une passe D aussi, je crois. Vitinha aussi. Le premier match, je crois, a été meilleur que le second, où c'est vraiment Bruno Fernandes, le maître du milieu de terrain. Gonzalo qui est rentré, qui a marqué contre le Danemark. João Neves qui n'a pas joué contre le Danemark, donc ça pareil, c'est une bonne nouvelle parce que lui, on sait qu'avant la trêve, il avait accusé le coup avec de la fatigue musculaire, donc ça c'est plutôt cool. Kvaratskhelia pareil, il a joué donc il y avait 2 matchs pour la Géorgie contre l'Arménie, aller-retour. Il a joué l'aller, sauf qu'il a pris un jaune et du coup il était suspendu pour le retour, je crois. Non, c'est le match aller qu'il a pas joué et du coup il a joué le retour. Il met le second but, il fait une passe D et voilà, c'était un match très très complet pour lui qui a déjà 950 minutes au PSG. Donc voilà, lui, les Bleus, les Portugais, les Espagnols, les Italiens, Gigio Donnarumma qui a pris un but idiot contre l'Allemagne mais qui a repoussé un péno et fait quelques arrêts. Fabian Ruiz avec l'Espagne aussi. Contre les Pays-Bas de Xavi Simons, tous ceux-là ont fini leur trêve dimanche. Donc ça, c'est pas mal. D'habitude, c'est vrai que ça pousse jusqu'au mardi. Et là, dimanche, ça fait 6 jours pour préparer le match à Saint-Etienne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Finalement, je crois qu'il n'y a que Marquinhos et Pacho qui sont encore en sélection actuellement et qui vont jouer cette nuit. Voilà. Kvaratskhelia, il est rentré à Paris, il s'est affiché à Disneyland aujourd'hui, il profite du soleil parisien. Donc ça fait plaisir. Pour Vara, l'enjeu, ça va être de marquer après la trêve. On a vu sa qualité de passe, ses dribbles très fins, des gestes techniques qui ont fait le tour des réseaux sociaux, son super contrôle contre Rennes par exemple, des séries de dribbles contre Lyon. Mais c'est vrai qu'à la finition, on en attend peut-être plus. On le savait que c'est un joueur qui marque pas beaucoup. En fait, qui marque de très beaux buts, pas très souvent, et qui du coup peine un petit peu à stat pad sur des trucs un peu faciles. Là, il va falloir qu'il progresse là-dessus parce que, typiquement, s'il réussit à le faire, il va distancier Barcola, qui lui aussi est actuellement en difficulté à la finition. C'est vrai que quand il n'est pas sur son circuit préférentiel, j'arrive depuis le côté gauche, j'enroule machin, bon, c'est un peu compliqué pour lui, tu vois, les frappes, les positions et tout ça. C'est beaucoup moins naturel. Donc, c'est vrai que là-dessus, pour moi, ça va être une des clés de la concurrence dans les prochaines semaines sur les postes d'attaque. Voilà. Revenons sur le dossier du stade. C'est le plus important, c'est le plus croustillant dans cette vidéo parce que on a beaucoup de candidatures. Poissy, Aulnay-sous-Bois, Montigny-Bretonneux, Saint-Quentin en Yvelines, Ris-Orangis et Massy. Et donc, c'est cette dernière option qui a fait l'actualité ces derniers jours parce que on a eu une info d'un journal spécialisé qui dit « Ah, ça y est, c'est fait, le PSG va y aller, ils vont construire un stade de 90 000 places, autour, ils vont faire des restaurants, des machins. Ça va s'appeler le PSG Land. » Au final, ça a été très vite démenti. Le club, réfléchit. Massy est bien placé, mais c'est pas encore fait. Les Qataris devraient faire leur choix donc après le Ramadan, courant avril. Et c'est Victoriano Melero qui mène le dossier, qui va le présenter du coup aux décideurs sur place là-bas. Donc on va voir, mais dans tous les cas, ça semble être pour les prochaines semaines. Alors Massy, mon avis sur Massy,
Écoutez, c'est toujours mieux que Ris-Orangis, qui était en vogue ces dernières semaines. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il faut avouer que Massy est desservi par le RER B, le RER C. Alors, le B, c'est évidemment pas la meilleure. Hein, c'est sûr que si tu regardes l'application, ça te dit que du centre de Paris, tu y es en une demi-heure. Je pense que dans la vraie vie, faut compter avec les difficultés de cette ligne et le fait aussi que le stade ne sera pas à côté de la gare à Massy, en fait. Mais il y a aussi le TGV qui passe avec une gare importante. Enfin, moi, j'ai souvent des potes qui me disent « Ouais, je viens à Paris, j'arrive à Massy, tu vois. » Beaucoup de routes, des nationales, des autoroutes qui passent. Donc, pour ceux qui veulent venir en voiture, ça, c'est important, à condition de développer les parkings, parce que ça, c'est un énorme défaut du Stade de France, en fait. Venir en voiture, c'est beaucoup trop galère. Donc, là-dessus, il va falloir gérer. Penser au parking plutôt que penser au restaurant Cinoche du PSG Land, là, qui nous vendent. Donc, faut quand même avouer ça. Faut quand même avouer que c'est plutôt bien desservi. À voir comment ça va se goupiller. Après, là où je suis sceptique, c'est l'histoire de faire autour des boutiques des machins. Je vois pas trop comment les gens viendraient plutôt au stade à Massy pour aller voir Cinoche, je sais pas quoi. Ce qui est sûr, c'est que sur un tel projet, bah, il va falloir à côté mettre le stade à dispo pour de l'événementiel, hein, pour amortir évidemment, faire du business à côté, et sûrement faire des concerts comme au Groupama Stadium ou des trucs comme ça. Et surtout le stade de 90 000 places. Mais si on fait ça, ça me paraît quand même très compliqué de le remplir toutes les semaines, quoi. Enfin, pour moi, il faut aller à 65, 70 grand max. Mais là, 90 000, ça me paraît quand même très, très ambitieux. Très, très ambitieux. Après, il y a eu une prise de parole de Jean-Michel Aulas, alors qui n'est pas le mieux placé pour donner des conseils vu le Groupama Stadium, mais voilà, il dit c'est vrai que le PSG, comme ils ont une surface financière énorme, ils n'ont pas besoin de subventions. Donc ça va leur faire gagner du temps. Et peut-être qu'ils pourront construire le stade en moins de 10 ans pour ça. Voilà. Mais dans les médias, on a aussi souligné des petits problèmes parce que il y a Orly à côté, l'aéroport. Et du coup, il y a un radar d'aviation civile. Sauf que ça implique que sur cette zone, il faut pas de bâtiment de plus de 40 mètres. Alors, il y a un cabinet d'architectes qui travaille à ce que le stade soit construit une partie sous la surface de la terre. Pour que du coup, on n'aille pas au-delà des 40 mètres. Et c'est classé terre agricole. Donc, il y aura potentiellement des associations, machin, qui feront des recours, qui vont retarder l'échéance. Ça me semble pas fait à 100%, ce dossier. C'est pas le pire choix. Enfin, moi, personnellement, j'habite dans le 94. Je suis complètement dévasté parce que je sais très bien que alors, je dois avouer que le Parc des Princes, c'est pas non plus l'idéal, hein. C'est vrai que quand tu sors du parc, c'est un peu la galère. Moi, je mets quasiment 45 minutes, voire 1 heure pour rentrer du stade. Je sais qu'à Massy, je mettrai plus. Et peut-être même qu'en voiture, je mettrai moins de temps, sous réserve des bouchons évidemment, c'est toute la question en région parisienne. Moi, à titre personnel, voilà, je suis dévasté que ça parte à l'autre bout de là où j'habite. C'est encore pire que le Parc des Princes. Après, objectivement, bon, c'est proche de l'ouest parisien. Si les riches, parce qu'évidemment 90 000 places c'est cool, hein, mais le business model c'est pas les 90 000, hein. On va renta avec les loges qu'on va vendre aux entreprises, évidemment, hein. Et donc bon, voilà, les richesses à Paris c'est à l'ouest, hein. C'est Versailles, c'est Neuilly-sur-Seine, c'est le 16e arrondissement. Et donc s'ils se décident à sortir leur Range Rover pour se déplacer à Massy, ce serait pas mal. Et c'est vrai que c'est plutôt praticable pour eux, même si c'est pas non plus Boulogne-Billancourt avec le parc qui est domicilié dans le 16e aussi. Donc voilà, bref. Donc bon, ce dossier, je dois dire, n'est pas le pire. Pêle-mêle, des infos pour terminer cette vidéo. Déjà, le déplacement du match contre Nantes, hein, qui était prévu dans l'entre-deux matchs de Ligue des Champions contre Aston Villa. On va les jouer le mardi 22 avril. Donc c'est plutôt bienvenu parce qu'au début ils voulaient pas Kita et Comboiré, et au final ils ont accepté. Donc ça c'est plutôt pas mal. D'ailleurs voilà, à ce moment-là, on se rapproche de battre le record d'invincibilité qui était saison 95 je crois. 32 matchs d'affilée sans perdre, et ils perdent à la 33e journée. Nous là on est à 26. Donc à ce moment-là on commencera à se rapprocher. Il y aura donc un enjeu en plus pour eux. Qui ont aussi d'autres chats à fouetter, comme ne pas se rapprocher dangereusement des barragistes. Je crois qu'ils sont à 6 points.
Voilà, mais c'est très bien qu'on ait décalé parce que c'est vrai que les matchs post-Ligue des Champions, et on l'a revu lors du Classico, sont pas forcément bien gérés. Hein. C'est vrai que c'est les matchs les plus soporifiques. On se souvient de celui à Nice après le match contre Arsenal, où on fait match nul, c'est poussif. Celui à Reims, où on fait aussi match nul après Gérone. Celui à Toulouse, après le match aller contre Brest, dans l'entre-deux des barrages. Et le Classico, c'est vrai qu'on était éreinté et que surtout Luis Enrique n'avait pas beaucoup fait tourner en fait. Encore une fois, il y a 8 jours. Donc c'est vrai que là-dessus, je pense que c'est vraiment bienvenu et que le club apprécie ce genre de geste de la part de la Ligue. Pendant qu'Aston Villa, je crois, sont 8e de Première Ligue, si je dis pas de bêtises, et doivent vraiment s'accrocher, donc ils pourront pas faire tourner. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Petite info qui n'a pas fait beaucoup de bruit, elle est sortie par Challenges. Visiblement les joueurs, après la qualification à Liverpool, sont allés fêter ça en famille. Il y avait plus de 80 personnes qui donc étaient au restaurant, enfin un restaurant parisien quoi, qui s'appelle Lafayette, pour ceux qui connaissent. C'est un truc un peu cuisine, ambiance bourgeoise, voilà, un peu bourgeois mondain. Je crois que c'est dans le 8e, à côté de Concorde, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, ils sont allés fêter ça, et c'est vrai que ça n'avait pas du tout filtré. Pas de photos volées, pas de stories sur les réseaux. Donc c'est vrai que ça change hein, de l'autre équipe du PSG d'il y a quelques années, où on avait tout qui filtrait. Là, c'est très discret. C'est vrai que personne n'en a parlé, et cette info n'a pas fait grand bruit, donc c'est cool. Après, c'est qu'une virée au restaurant, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai qu'avant, voilà, tu les voyais défiler dans le resto de Gros Beauf, là, comment il s'appelle, le César, qui est à côté de l'avenue de Wagram, si je dis pas de bêtises, à côté de l'Arc de Triomphe. Et il en a ouvert un autre là. À chaque fois, on les voyait défiler. C'est vrai que par exemple, ce truc, ils y vont plus. Il y a juste Barcola qui y est allé l'année dernière. Là, il avait garé son Aston Martin devant. Mais c'est vrai que voilà, on voit plus trop les joueurs, que ce soit en boîte de nuit ou dans les restos parisiens. Voilà, ou du moins s'afficher. Voilà. Bref. Alors, quelques infos pêle-mêle pour terminer. Déjà, on a eu les médias de Liverpool aux fesses sur la semaine dernière, avec cette info concernant Virgil van Dijk. Rappelez-vous la discussion dans les couloirs de Anfield avec Nasser et Luis Campos. Eh bien, ils ont capitalisé dessus en disant que le PSG voulait le recruter gratuitement cet été en lui proposant 100 millions d'euros sur 3 ans, incluant donc le salaire et les primes à la signature. Alors qu'il a 34 ans, ce qui ne s'inscrit pas du tout dans notre nouvelle politique sportive en matière d'âge et même de propositions financières. Donc voilà, c'est vrai que on peine à se détacher de cette image de club très très dépensier, et les médias adverses en jouent très souvent. Il ferait mieux de se concentrer sur l'horrible Real Madrid qui vient de leur shipper un joueur formé chez eux, d'accord, Trent Alexander-Arnold, qui quitte le club de sa ville, pour aller prendre ses 15 millions par an, plus la prime à la signature, gratos, sans rapporter 1 euro à son club formateur. Ça me rappelle quelque chose, un certain Kylian Mbappé. Bref, qui a fait une tournée des médias, l'interview au Parisien, et quand j'ai vu qu'il faisait le JT de TF1 la semaine dernière, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vraiment, Après son match contre la Croatie, je le trouve pas mauvais. Alors à la finition, c'est vrai qu'il gâche, notamment en fin de match, 2 beaux ballons de Camavinga. Mais bon, je l'ai trouvé plutôt bon sur ce match. Bref, c'est plus notre problème. West Ham veut plus garder Carlos Soler. Bon, ça c'était prévisible. Sous Lopetegui, il était en pleine forme, ça y allait, il marquait, il était titulaire. Ils ont dégagé Lopetegui, maintenant ils en veulent plus, donc il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Mukiele, par contre, Leverkusen voudrait le garder. Ça parle d'un transfert aux alentours de 15 millions, selon le journal Bild. Rui Costa, le président du Benfica, lui, il veut garder Renato Sanchez. Alors, on sait pas pourquoi. Il a même pas 400 minutes de temps de jeu là-bas. Il est pété. Il s'est encore pété. Mais il veut le garder la saison prochaine. Alors, à voir le format, parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2027 au PSG. Visiblement, ce serait encore pour un prêt. Là, rappelez-vous, on l'avait prêté gratos. Et s'il jouait 60 à 80%, je crois, des matchs de Benfica, il devait donner une indemnité. Autant vous dire qu'ils donneront jamais l'indemnité parce que ça sera jamais rempli. Moscardo s'est pété. En fait, Moscardo, il est allé à la Copa América U20. Il a pris quasiment 800 minutes de temps de jeu.
Il était titulaire, il avait fait une bonne compétition, il était revenu à Reims en pleine confiance. Il joue en Coupe de France à Reims contre Angers en quart de finale. Il est bon, il transforme son péno, parce qu'il se qualifie au péno. Il fait des gestes techniques, machin, grande classe. Et lésion aux ischios, il n'a pas joué depuis un mois. Et il est encore incertain pour le match de ce week-end. Donc c'est le match qui est contre Marseille. Donc c'est bien dommage. C'est bien dommage que Moscardo continue avec cette irrégularité. Lésion aux ischios jambiers, je ne sais pas trop ce qu'on va faire avec ce joueur. Je ne sais pas si un jour on le verra sous les couleurs du PSG. Mais sa saison est un peu galère. Surtout que là, Reims, ils ont besoin de lui. Hein. Ils sont dans la difficulté. Et c'est vrai que son entraîneur le regrette un petit peu. Voilà. Autre dossier à suivre. Alors, il n'y a pas eu d'infos, mais je l'ai quand même mis dans les brouillons. C'est quand même la prolongation de Luis Campos. Enfin, l'info, c'est que Luis Enrique s'est prononcé dessus en conférence de presse après le match contre l'OM. On lui a posé une question et il a répondu « Mais oui, moi je veux que Luis Campos reste. Je veux terminer mon projet avec lui, à ses côtés, parce qu'on travaille très bien. » On se rappelle, en novembre-décembre, les articles de l'équipe concernant des crispations entre les deux dans leur manière de manager. Au final, voilà, ils sont passés outre et la collaboration se passe bien. Luis Enrique, d'habitude, sur le mercato, il parle pas, tu vois. Mbappé, l'année dernière, il se prononçait pas. Hein. Là, voilà, il dit « Je veux la prolongation, machin ». Mais on n'a pas de news. On n'a vraiment pas de news sur la prolongation de Luis Campos. On a loupé Andrea Berta, le DS de l'Atlético, enfin qui ne l'est plus du coup puisqu'il va aller à Arsenal. C'est un DS qu'on voulait déjà en 2017, je crois, avant que Apero Henrique arrive, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est 2017, avant Antero. Donc là, on s'était renseigné et au final, ça ne s'est pas fait et ça ne se fera pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je ne sais pas si on fera une vidéo d'ici au match contre Saint-Etienne samedi. Peut-être jeudi, s'il y a une grosse info d'ici là. Ou dites-moi dans l'espace commentaire s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on s'arrête. Développer, je sais pas, le défenseur de la Lazio qui a été lié au club pour un transfert cet été. Je sais pas, Baturina, le milieu croate. Auquel on a été lié, mais il y a de cela quelques mois, et qui est rentré au Stade de France d'ailleurs dimanche soir. Quoi d'autre? Je vois pas grand-chose. Le poste de gardien, il n'y a pas de news. Et on rappelle que sur le Classico, Donnarumma fait une très très belle passe, un très beau dégagement sur le premier butin, qui est vraiment téléguidé sur la tête de Kvaratskhelia. Donc ça montre qu'il a bien progressé, il était plutôt bon ce soir-là au pied. Voilà. Sinon, c'est vrai que j'ai pas grand-chose d'autre en tête. Sur les prolongations, peut-être que celle de Fabian Ruiz va arriver dans l'actualité prochainement. Mais sinon, on a fait un peu le tour. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, au plus tard, samedi, débrief du match contre Saint-Étienne à 19h. Et puis, au plus tôt, peut-être un petit avant-match jeudi, je sais pas. Bref, bonne soirée à tous. Ciao les amis, prenez soin de vous.